Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 janvier. Zoom ce matin sur la plus ancienne cimenterie du groupe JK à Ain Touta dans la wilaya de Batna. Sa production est estimée à 1 million de tonnes. Elle arrive à couvrir les besoins de l'Est et du Sud-Est du pays. Elle compte 32 ans de service. La Banque de développement local propose de nouveaux services, notamment en direction des investisseurs et des entreprises. On parlera dans ce journal de la nouvelle carte corporate. Et enfin, un reportage également dans ce journal sur un artisan du cuir. Il fabrique des sacs décartables depuis des années dans la wilaya de Jijel. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal tout d'abord avec le volet coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier à Washington avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hale. L'entretien a porté essentiellement sur la situation au Sahara occidental. À ce titre, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position de l'Algérie soutenant le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il a également réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies et de l'envoyé personnel du secrétaire général, Horst Köhler. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu également avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Rich James, en marge de la 4e session du dialogue stratégique algéro-américain. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué la situation en Libye et ont réitéré leur attachement à une solution politique et pacifique dans ce pays. Et le chef de la diplomatie algérienne se rendra demain en Inde à l'invitation de son homologue Sushma Suraj, une visite de 2 jours qui permettra de renforcer la coopération bilatérale dans la perspective de la développer dans divers domaines. Dans le reste de l'actualité, la ligne ferroviaire Saïda-Tiert est entrée dans sa phase d'essai hier, une ligne qui servira au transport des voyageurs et des marchandises. Le ministre des Transports présent sur place a rappelé l'importance que revêt cette ligne dans le transport des marchandises des ports d'Oran, de Razawet et de Mostaganem vers les wilayas du sud. Camélia Melal. Réalisée sur une distance globale de 153 km, cette ligne ferroviaire desservera la ville de Saïda à Ouadir, dans la commune de Ma'moura, et le second tronçon jusqu'à la ville de Tiaret. Elle est destinée au transport de voyageurs et de marchandises. Les premiers essais sur cette nouvelle ligne ferroviaire ont été effectués avec succès. Nous sommes là aujourd'hui pour les premiers essais du train sur la nouvelle ligne des Hauts Plateaux, un méga projet voulu par le président de la République sur une distance de 1161 km. Cette ligne qui relie l'extrême est de la wilaya de Tébessa jusqu'à Tlemcen traverse 8 wilayas. Un projet mis en service partiellement et qui revêt un rôle important dans le développement des transports dans la région. D'autre part, la wilaya de Saïda a bénéficié d'importants programmes de renforcement et de réhabilitation du réseau routier. Le programme du président de la République n'est pas seulement destiné à la réhabilitation des routes nationales, mais touchera également l'aménagement des chemins de wilaya. Et selon les moyens financiers dont nous disposons, nous procéderons au dédoublement du tronçon de la RN6 reliant Mascara à Al-Bayt. Le ministre des Travaux publics a par la même occasion donné le coup d'envoi du projet de réfection de 2 tronçons routiers de 28 et de 61 km, respectivement sur la RN 104 et la RN 94. Il a également effectué une visite au site du projet de rénovation de la RN 92 sur une distance de plus de 15 km, et ce, dans le cadre du programme de la maintenance et de la réhabilitation des routes nationales. La manifestation Bâti Sud, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a pris fin hier à El Oued. Une 50aine d'exposants y ont pris part. Les visiteurs ont montré un intérêt particulier à tout ce qui a attrait à l'architecture d'intérieur. Hassiba Abdallah. La 3e édition du Bâti Sud, qui s'est déroulée à Al-Oued du 26 au 29 janvier, a regroupé une 50aine d'entreprises nationales, mais aussi des représentants de compagnies étrangères, tous versés dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. Nous faisons l'import et l'export de produits électriques. Nous travaillons aussi avec les entrepreneurs, notamment dans le domaine du montage ou l'éclairage.
C'est une jeune entreprise activant dans le domaine des énergies renouvelables. Nous faisons le montage et la vente. Cette entreprise est originaire de Msila. Elle produit du bicouche et du monocouche et nous prévoyons de passer à l'exportation dans les mois prochains, peut-être dans 2 ou 3 mois au maximum. On y trouve aussi des organismes d'assurance et de réassurance venus présenter leurs différentes prestations. Nous proposons des offres d'assurance à tous les promoteurs, que ce soit des assurances obligatoires, comme la responsabilité civile professionnelle ou l'assurance des ateliers ou des engins. En regroupant les différents acteurs du bâtiment et des travaux publics, Batisud contribue au développement du secteur par la mise en avant des potentialités et des opportunités d'investissement. La cimenterie du groupe JICA de Ain Touta dans la wilaya de Batna envisage de dépasser les objectifs tracés pour l'année 2019 avec une production de plus de 1 million de tonnes de ciment. La cimenterie couvre actuellement les besoins de l'Est et du Sud-Est du pays et emploie près de 600 personnes. Le reportage de Abdelmajid Belkassi. Située dans la wilaya de Batna, la cimenterie de Ain Touta est mise en service en septembre 1986 et compte parmi les 12 cimenteries en production du groupe public JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie qui produit quelques 14 millions de tonnes annuellement. Une production qui a permis, avec les autres cimenteries du secteur privé, de mettre fin à la crise du ciment en Algérie. C'est une cimenterie d'une capacité d'1 million de tonnes. Actuellement, on est arrivé à un chiffre de 34 millions de tonnes depuis sa mise en service. On couvre tout le sud-est, la wilaya d'Élysée, de Ouergla, de Ouedsouf, une partie de Ouedsouf, la wilaya de Batna, de Oum-le-Bouaqi, une partie de la wilaya de Djelfa, la wilaya de Biskra aussi. Et voilà, on couvre en totalité à peu près 7 à 8 wilayas. La CIMAT, c'est aussi 5 unités de production et de service. La carrière de gravier, du sable, le conditionnement du ciment, la sécurité et la commercialisation. Des unités créées pour des besoins de la région et qui ont permis d'absorber le chômage dans cette localité rurale de l'Est algérien. 563 emplois directs. Et en totalité, il y a 1173, dont 563 emplois directs. Et le reste, c'est à travers nos sous-traitants, qui est l'ASS et le SEME. Il y a aussi, on a investi dans 2 centrales de conditionnement, une à Biskra et l'autre à Ouergla, d'une capacité chacune de 80 tonnes heure. Un ciment produit aux normes de qualité mondiale et dans le strict respect de l'environnement. On a opté pour un système de management intégré. Ce système-là comprend 3 référentiels, c'est-à-dire la certification selon 3 référentiels. Le premier référentiel, c'est l'ISO 9001 version 2015. Cette certification-là concerne une certification du système de management de la qualité. Qui dit la qualité dit la fidélisation de nos clients à travers un produit de qualité, bien sûr, ce qui va nous permettre d'assurer en quelque sorte la pérennité de l'entreprise. Voilà. Concernant l'environnement, la CIMAT a pensé pour l'environnement. Dans le cadre de son système SMI, la CIMAT a opté pour la certification environnement selon le référentiel, bien sûr, ISO 14001 version 2015. Donc en plus du transport par voie terrestre, le ciment de l'usine de Ain Touta est transporté par voie ferroviaire. Et ce sont près de 30 000 à 40 000 tonnes qui sont transportées annuellement depuis l'usine de Ain Touta jusqu'à la ville de Tougourt et bien sûr de Biskra qui est juste à côté. La phéniciculture reste l'une des premières richesses du Sud dans la wilaya de Biskra. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les cultures biologiques en respectant des mesures bien plus strictes, des dates bio qui trouvent plus facilement leur place sur le marché international. C'est un reportage d'Emel Messaïd. Ce signe que vous voyez ici est le label que l'on appose sur l'emballage pour désigner les produits bio. Et le bio est un créneau très porteur qu'a adopté le Hajj Roulem dans la production dattière.
Il est vrai que la date bio est un peu plus chère, mais ce qui nous a poussé à nous lancer dans le bio, c'est qu'elle a son circuit en Europe. Et elle est très demandée. Ça veut dire qu'on a la garantie de la vendre contrairement à la date classique. Pour commercialiser cette date bio, le Hajj Roulem doit satisfaire un cahier des charges dicté par un organisme de contrôle et de certification. C'est l'entreprise allemande EcoCert qui nous dicte les conditions dans lesquelles la date doit être cultivée. Ce sont les experts qui nous expliquent toutes les techniques, notamment relatives au nettoyage, le conditionnement, la température à respecter dans les chambres froides, etc. Vous savez, le bio ne tolère même pas qu'il y ait l'écorce d'un autre fruit parmi les dates. Autrement, nos dates sont refoulées. Beaucoup comme le Hajj Roulem se sont lancés ou voudront se lancer dans l'agriculture biologique. Pour ce faire, les services agricoles accompagnent ces producteurs. Qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé aucune intervention chimique, même pas les engrais. Donc pour cela, les agriculteurs, on les accompagne premièrement à fabriquer leur propre compost, c'est-à-dire c'est un produit qui est toléré dans le bio. Et la lutte contre les insectes et les ravageurs, notamment le ver de la date, se fait par le nettoyage permanent de la palmerie, pour qu'il n'y ait aucune plante refuge de ces insectes. Outre ces conditions, la finiciculture biologique exige d'autres conditions. Même si le rendement n'est pas celui de la date classique, nous continuons à faire du bio car la date bio est meilleure en termes de goût. La couleur de la date reste jaune translucide. Sinon, pour ce qui est du compost, nous le fabriquons nous-mêmes et l'irrigation se fait une fois tous les 15 jours. Deglet Noor, la meilleure date au monde, s'exporte avec ses nouvelles caractéristiques de date saine, ce qui la rend plus prisée et plus chère. On se demande toujours si le miel qu'on achète est pur ou pas. La filière apicole, qui est d'ailleurs en plein essor, nécessite une réglementation rigoureuse. Pour s'assurer de la qualité du miel mis sur le marché, des analyses sont effectuées dans un institut technique à Alger. Le reportage de Sihem Kenouch. Les propriétés du miel pour la santé sont connues depuis les temps les plus anciens. Il est d'ailleurs l'aliment le plus utilisé en pharmacopée depuis les plus anciennes civilisations. De nos jours, cet aliment connaît toujours une très grande demande. Mais en fait, qu'est-ce qu'un bon miel? C'est à l'Institut technique de l'élevage à Alger que nous avons rencontré Jinan Houdaib, docteur vétérinaire. Alors, je suis docteur Jinan Houdaib, je suis vétérinaire et ma principale fonction, c'est de travailler sur l'analyse physico-chimique du miel et l'analyse pollinique du miel algérien principalement. Le docteur peut donc nous expliquer l'origine florale de nos miels et nous expliquer aussi que la couleur du miel dépend en réalité des fleurs que l'abeille a butinées, comme ce miel cristallisé très blanc, une preuve que l'abeille a butiné de la moutarde des champs. Oui, mais dans ce labo, la spécialiste découvre aussi des substances qui n'ont rien à voir avec le miel. Mais celui-là, c'est un faux miel, ou alors c'est un miel qui a été adultéré, c'est-à-dire auquel on a rajouté peut-être du sirop. En faisant le dosage de l'HMF, nous avons découvert un taux 1000 fois plus élevé que la norme, qui est inférieur à 40 mg par kilogramme au niveau du bassin méditerranéen. Le laboratoire de l'ITEV travaille principalement avec les apiculteurs, certes, afin d'analyser leur récolte de miel et d'étudier les différents paramètres tels que la tenue en eau, l'acidité et le taux de HMF qui déterminent la qualité du miel. Et vous savez que l'Algérie a un climat tempéré et pour cela, nous nous basons sur des normes du bassin méditerranéen, des normes qui viennent du Codex Alimentarius et même des normes algériennes puisque nous avons aussi, nous essayons de normaliser les normes du miel algérien.
Donc on a découvert que le taux d'HMF est très élevé, par conséquent on a conclu que ce n'était pas du miel, même si c'est un miel extrêmement vieux, ou alors c'est un miel auquel on a rajouté du sirop. Et généralement c'est surtout des gens, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent parce qu'ils ont peur de consommer n'importe quoi et ils viennent faire analyser leur miel avant de le consommer ou de l'acheter. L'Institut technique de l'élevage est doté d'un laboratoire bien équipé dans lequel le miel algérien est analysé, mais aussi le miel importé qu'on retrouve sur nos étals. La Banque de développement local se modernise. La BDL propose de nouveaux services et de nombreuses facilitations pour répondre aux exigences de ses clients. Parmi ses objectifs, l'accompagnement des investisseurs et des entreprises nationales, d'où la mise en service de ce nouveau produit, la carte corporate. Kerim Haïfa. La carte corporate est un nouveau produit bancaire lancé par la Banque de développement local, BDL, une carte spécifique destinée aux professionnels et aux entreprises pour couvrir leurs différents frais de mission ainsi que les dépenses quotidiennes des collaborateurs de ces entreprises. كنقولوا النفقات اليوميه نهضروا على النفقات في لور دي ميسيون نهضروا على Quand on parle de dépenses quotidiennes, on parle des frais de mission ou encore de restauration. En fait, toutes les dépenses du salarié de l'entreprise faites dans le cadre de ses déplacements professionnels, outre ses activités habituelles au quotidien. La nouvelle carte bancaire entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de la BDL pour le développement et la modernisation de son système de données. En 2018, la BDL a lancé 6 nouveaux produits, à l'instar du compte Al-Aman, du compte épargne à taux progressif de 3,8%, des transferts intelligents ainsi que la Mastercard. Pour 2019, la BDL gardera ce même rythme de dynamique avec une moyenne de 1 nouveau produit tous les 2 mois, des produits bancaires qui toucheront au e-banking, au e-payment ainsi qu'au compte épargne. De nouveaux services bancaires qui s'ajouteront aux tout derniers produits lancés par la BDL pour fidéliser ses clients, à savoir le Pack 3 services avec un compte particulier, une carte interbancaire et un abonnement e-BDL, le tout à tarif très avantageux. Actualité internationale en bref, une attaque à la grenade contre une mosquée du sud des Philippines a tué 2 personnes ce matin. Naïma Haouch. Les Philippines en état d'alerte maximale. 2 personnes ont péri ce mercredi à l'aube dans une attaque à la grenade contre une mosquée du sud des Philippines. 3 jours après un sanglant attentat qui a fait 21 morts dans la cathédrale de Jolo. Cette attaque a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. L'opposition vénézuélienne s'apprête à descendre à nouveau dans la rue pour réclamer le départ du président Nicolás Maduro, qui tente de faire baisser la pression en se disant prêt à des législatives anticipées, mais sans remettre son mandat présidentiel en jeu. Maduro se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations avec l'opposition pour parler pour le bien du pays. Le Royaume-Uni dans l'incertitude sur la manière dont il quitterait l'Union européenne à 2 mois de la date du Brexit prévue pour le 29 mars, après que la première ministre britannique a dit vouloir rouvrir les négociations sur l'accord de divorce conclu l'automne dernier avec Bruxelles. Les députés britanniques ont voté des amendements afin de tenter de trouver une issue au dossier. Certains journaux britanniques saluent en quelque sorte le triomphe de Theresa May au lendemain du vote des députés lui octroyant un mandat pour rouvrir les négociations avec Bruxelles. Et direction Djidjel à présent pour découvrir un artisan maroquinier. Il travaille le cuir depuis des années. Sa spécialité, les sacs, les ceintures et les cartables. Saïda Mayouf l'a rencontré. Dans la commune côtière de Sidi Abdelaziz, à une trentaine de kilomètres de la ville de Djidjel, nous avons retrouvé l'artisan Youssef Mohamed dans son petit local. Ce septuagénaire, toujours bon pied bon oeil, passe des journées entières au milieu de ses pièces de cuir pour en confectionner à la perfection des articles selon les commandes de sa clientèle. J'ai appris ce métier sur le tas avec les anciennes générations. Ça m'a passionné tout de suite. De la ceinture au portefeuille jusqu'aux plus grandes pièces, couture, coupe, broderie sur cuir. Je maîtrise tout. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour moi.
Une panoplie d'ouvrages finement travaillés par des mains expertes, estampillés 100% cuir, font la fierté de cet artisan. Aujourd'hui, c'est une grande passion entre le cuir et moi-même. Ça fait 18 années que j'exerce ce métier. La matière première m'arrive d'El-Milia. Mon rêve est que ce métier perdure et ne disparaisse pas dans le temps, car c'est un métier noble. L'industrie du cuir fait la réputation de la wilaya de Jijel au même titre que d'autres activités artisanales, surtout dans cette commune où l'on recense plus de 270 artisans en cuir, dont 80% sont localisés dans cette magnifique ville côtière. Qualité et esthétique caractérisent ces divers produits, tout un savoir-faire que ce spécialiste du cuir tient à pérenniser en le transmettant aux générations futures. Chaque jour que je viens ici, c'est un nouvel apprentissage pour moi. Aujourd'hui, ce sont les différentes qualités de cuir et le perçage des ceintures. Application, patience et méticulosité sont les maîtres mots dans ces lieux où le cuir se décline sous toutes ses formes. Direction le sud, Timimoun, plus précisément l'Oasis Rouge, accueille en ce moment des équipages de sport mécanique venus de plusieurs pays pour un raid dans la région, une manière d'allier sport et tourisme. Amel, laissez-les dire. Plus de 130 amateurs de sport mécanique de différentes nationalités participent au raid touristique organisé à Timimoun, un circuit qui leur permet de faire des haltes dans plusieurs villes du désert algérien. Quand on arrive ici, on a un regard vers la Palmeraie, les dunes derrière, c'est vraiment très très beau. C'est très impressionnant. Nous, Européens, on connaît d'autres déserts, mais en arrivant ici, c'est vraiment particulier. On est étonné par la beauté des paysages et ensuite par l'accueil des gens que l'on a rencontrés. Cette région-là est très belle parce qu'il y a énormément de variétés de sable, de dunes, de pistes. C'est vraiment un très très beau pays, très contrasté. Ça me plaît beaucoup. Quand il ne fait pas trop chaud maintenant, c'est très joli, très grand, immense. Les dimensions ici, c'est pour nous en Suisse qui est très petit, c'est inimaginable comment c'est grand ici. Alors. Il ne s'agit pas d'une course chronométrique. Le plus important, c'est de faire découvrir aux touristes étrangers les beaux paysages du désert algérien. Notre but, c'est d'attirer de plus en plus de touristes étrangers. L'idée à travers l'organisation de ce raid touristique, c'est d'attirer les touristes, notamment étrangers. Nous avons essayé de leur faire découvrir le plus grand nombre de villes du Sahara à travers une activité sportive. Une aventure particulière qui permet d'allier sport et tourisme. Ce raid n'est pas seulement une course, mais c'est beaucoup plus l'occasion de faire découvrir la beauté des paysages du Grand Sud algérien. Et on terminera notre journal avec une info foot. Le MC Oran est le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football après sa victoire devant le NC Magra sur le score de 2-0 après prolongation, un match retard des huitièmes de finale disputé hier au stade Ahmed Zabana d'Oran. À l'issue de cette dernière rencontre des huitièmes de finale, deux chocs donc seront au sommet des quarts de finale, mettant aux prises le Serbe Louisded, le Nehdu Sendé et le CS Constantine et MC Oran. Et dans la mise à jour du calendrier des rencontres de la Ligue 1 Mobilis, un match retard se jouera aujourd'hui. L'ESS affronte l'AS Ain Melilla à 16h et le match sera diffusé ou retransmis en direct sur la chaîne A4. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, vous retrouverez Nadia Medessi pour le journal à 19h. Et vous pouvez toujours revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir et très bonne journée.